Quelle étonnante histoire que cette exfiltration de l'équipe féminine afghane de cyclisme juste après le retour des talibans au pouvoir, racontée à l'instant par Alain Rimbert et Mathéo Borne. De quoi nous interroger maintenant sur ce plateau de débat doc en compagnie de nos invités sur la glaçante situation politique et sociale que connaît aujourd'hui l'Afghanistan. Shekeba Hashemi est avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes la première femme afghane à avoir été diplomate en poste auprès de l'Union européenne entre 2002 et 2005, vous présidez l'association Afghanistan Libre, créée voilà plus de 30 ans, je crois maintenant, et qui s'était fixée pour objectif de faciliter l'accès à l'éducation, à la santé et à l'épanouissement personnel du plus grand nombre de filles et de femmes en Afghanistan. Et vous êtes aussi la fondatrice de l'ONG Stand, Speak, Rise Up. Et puis également avec nous, Gilles Doronsoro, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afghanistan et de la Turquie. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le plus grand des mots, Sociologie des guerres civiles. C'est un ouvrage édité chez CNRS Éditions. Vous la connaissiez, cette fameuse histoire que nous venons de voir sous nos yeux dans ce documentaire, cette exfiltration de l'équipe féminine de cyclisme afghane? Alors j'avais entendu parler de cette exfiltration, figurez-vous, par des Afghanes sportives de Kaboul qui me sollicitent d'être exfiltrés, aussi les pauvres qui vivent dans des conditions terribles, et qui m'avaient dit il y avait une initiative, les cyclistes sont partis, comment nous on n'a pas eu cette chance, etc. Et donc j'ai eu la chance, grâce au documentaire, de suivre cette équipe. Mais ce que vous êtes en train peut-être de nous dire, c'est que toutes les sportives afghanes n'ont pas eu la chance de ces cyclistes dans ce documentaire. C'est une petite goutte dans l'océan, mais c'est une petite goutte sympathique, ça donne de l'espoir. Que sont-elles devenues aujourd'hui, ces sportives afghanes, justement, dans diverses disciplines? Elles sont restées dans leur pays ou est-ce qu'elles aussi, elles choisissent l'exil d'une manière ou d'une autre aujourd'hui? Vous savez, c'est pas si facile d'être afghane aujourd'hui et de pouvoir avoir la chance de partir en dehors du pays pour la bonne et simple raison déjà que 80% de la population vit en dessous de seuil de pauvreté, que la crise humanitaire est terrible et que ces femmes n'ont même pas de passeport. Et donc pour pouvoir partir, je rassure tous ceux qui, en regardant ce genre d'émission, pensent qu'on va être envahi par des Afghanes et des Afghans. Non, je les rassure, c'est très compliqué. Moi j'ai 2 femmes dans des conditions terribles, dont une avec sa petite fille qui a été victime de violences, etc. J'ai un mal fou à la faire sortir pour la bonne et simple raison qu'il faut pouvoir accéder, sortir du pays avec un accompagnateur, avec un passeport, avec des moyens, et que quel pays voisin donne aujourd'hui à un consulat européen pour donner les visas, etc. C'est pas non plus gagné. Donc c'est très 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 compliqué de faire sortir les Afghanes aujourd'hui d'Afghanistan. Alors, il y a une date clé, évidemment, c'est août 2021, le retour des talibans au pouvoir dans le pays et l'exfiltration avec ce fameux pont aérien à l'époque qui avait été mis en place par les États-Unis de quelques 123 000 civils. À l'époque, c'est le chiffre, en tout cas, qui nous a été officiellement communiqué. Ça, c'était pour août 2021, à chaud, après ce retour des talibans au pouvoir. Depuis 5 ans maintenant, ce pays a-t-il connu une véritable hémorragie de sa population et vers quel pays? Alors, non, pour une raison assez simple, c'est qu'immédiatement après la chute de Kaboul, tous les pays occidentaux ont eu pour stratégie de limiter autant que possible la sortie des Afghans. Ce qu'on voit dans ce film de manière très très claire, c'est que le principal problème, c'est pas les talibans. C'est avoir un passeport, auquel cas, étant donné la désorganisation immédiate après août, évidemment c'est compliqué d'avoir un passeport, mais c'est surtout un visa. C'est-à-dire que si vous avez un visa, vous sortez d'Afghanistan. Le problème, c'est qu'il est impossible pratiquement pour des Afghans ou des Afghanes d'avoir un visa aujourd'hui. Donc ça, dès août 2021, tous les pays occidentaux ont verrouillé les visas. Et ensuite, on a un deuxième phénomène qui est qu'à partir plutôt d'il y a 2-3 ans, les Iraniens et les Pakistanais ont tout fait pour renvoyer de force les Afghans à l'intérieur, alors même que les conditions économiques, sociales sont épouvantables. C'est important, ils l'ont fait, y compris en plein hiver. Ce sont 2 pays proches, l'Iran et le Pakistan, où ont trouvé refuge une partie de ces demandeurs des millions d'Afghans afghans à l'asile. Et c'est
2,2 millions de personnes, effectivement, qui sont refoulées d'Iran et de Pakistan pour revenir aujourd'hui en Afghanistan. C'est ça la situation. De manière très violente. Gilles parlait de l'hiver pour le Pakistan qui a renvoyé des millions de personnes comme ça à la frontière. Toutes ces personnes qui, depuis 20 ans, 30 ans, étaient dans ces pays-là. En Iran, par exemple, nous, avec Stand Speak Rise Up, nous avons été obligés, mais dans les 24 heures, de dépêcher des cars. L'Iran a mis des centaines de milliers de personnes en plein été, 40 degrés, dans le désert afghan à la frontière iranienne, où la ville la plus proche était à 5 heures de route, sans eau, sans rien. Et les organisations internationales d'aide aux réfugiés étaient totalement diminuées parce qu'ils n'avaient pas de budget pour ça. Et donc, ils ne pouvaient pas aider toutes ces familles et qui avaient passé 20 ans en Iran, 25 ans. Et la plupart des gens, on a eu même des histoires terribles. C'est-à-dire qu'on avait un vieux monsieur qui s'est retrouvé là, à la frontière, et qui expliquait que ma femme a 80 ans, elle est malade en Iran, elle ne sait même pas que je ne rentre pas parce qu'il a été pris dans la rue. Et il y a eu des millions de personnes dans les deux frontières. Donc ça a rajouté à la catastrophe humanitaire. Et on en a très peu parlé aussi. On en a très peu parlé. D'ailleurs, dans certains cas, le gouvernement iranien a obligé des Afghans présents en Iran à aller combattre en Syrie, oui. Où ils ont servi de chair à canon quand il y avait des offensives. Donc oui, la situation en fait, et c'est peut-être ce qu'il faut dire quand on a vu ce documentaire, c'est que le principal problème, paradoxalement, c'est pas les talibans, c'est l'alliance de tous ces pays occidentaux et de la région pour interdire aux Afghans de sortir. Voilà le vrai problème. Et ça nous renvoie à nos responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 20 ans de présence occidentale en Afghanistan, on a fait deux choses. Premièrement, on a dit qu'on ne les laisserait jamais tomber. Or, on les a laissés tomber. Et deuxième chose, on a poussé à la modernisation de l'Afghanistan. À outrance. Et on a poussé à outrance, trop probablement. Même quand je vois des jeunes femmes faire du vélo dans des combinaisons, qui ici seraient tout à fait normales, je me dis qu'il y a un décalage par rapport à la société afghane qui était dangereux. Donc on les a poussées à ces formes de modernisation, et au moment où c'est devenu dangereux, on a verrouillé pour pas qu'elles aient de visa. La condition des femmes depuis le retour des talibans au pouvoir est évidemment au centre à la fois de ce documentaire et au centre de l'actualité depuis maintenant 5 ans, avec notre regard à nous, occidentaux, l'invisibilité orchestrée par les talibans des femmes dans la société afghane. Ça, c'est un sujet aujourd'hui dont il faut reparler. Où en est-on aujourd'hui ? Ces femmes n'ont plus accès à l'éducation, et là on parle de jeunes filles, de jeunes femmes, après la période du cours élémentaire, je crois que c'est ça aujourd'hui, donc plus d'accès au collège pour les jeunes femmes, les jeunes filles, plus d'accès au lycée, plus d'accès à l'université aujourd'hui pour les femmes. C'est ça la situation sur le terrain de l'éducation ? Vous qui connaissez bien la situation, parce que vous suivez la cause afghane, et je vous en remercie, il faut prendre la liste dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elles ont droit aujourd'hui, les femmes afghanes ? En fait, rien. 15 août 2021, très vite. Ça aussi, ce que vous n'avez pas dit, Gilles, c'est que pendant toutes les années, depuis 2019, où il y a eu des négociations avec ces talibans, à Doha notamment, avec tous les émissaires européens, américains, quand moi je venais sur vos plateaux et que j'étais accompagnée parfois avec des politiques européens, on disait attention, le droit des femmes, c'est une condition sur laquelle on ne va pas déroger. Les femmes afghanes, on négocie, discute avec les talibans qui vont arriver au pouvoir, mais la condition des femmes, attention, etc. Donc le 15 août 2021, très vite, ils ont décidé qu'elles n'avaient plus aucun droit, et petit à petit, dans l'année 2021, en 2022, ils ont décidé qu'il n'y avait plus d'école, plus accès à l'éducation, etc., et qu'elles ne travaillaient plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée des talibans, il y avait aussi ça. Presque 80% des foyers, 75% des foyers, c'était les femmes chefs de famille qui travaillaient, que ce soit dans les ONG, dans les organisations internationales, mais aussi dans les ministères. Et que du jour au lendemain, elles sont retrouvées à la maison avec 5-6 enfants en moyenne, un mari mort ou handicapé, etc. Et donc, c'est aussi ça la catastrophe pour toutes ces femmes. Et puis là, il y a eu des nouvelles règles, le nouveau code pénal dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. Mais c'est-à-dire que ça aussi, pour moi, en tant qu'Afghane, c'est quelque chose qui est très compliqué quand je viens sur vos plateaux, c'est de me dire quel est ce silence ? En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je sors de chez vous, j'ai mon téléphone qui s'allume, ces femmes afghanes qui m'appellent et ces jeunes filles, et je ne sais pas répondre pourquoi, chez Keba, le monde occidental, pourquoi l'Europe
à ce silence face à notre sort? Pourquoi on nous a promis pendant 20 ans qu'il fallait créer des blocs, qu'il fallait créer des écoles, et que, toi la première, moi avec mon ONG, je les ai aidés par centaines de milliers à être éduqués, à être des programmeuses. Le 13 août 2021, 2 jours avant le chute des talibans, j'étais en Zoom avec des programmeuses afghanes qui apprenaient à coder. Et pourquoi est-ce qu'on nous a abandonnés? Pourquoi ce silence? Vous savez, hier, j'ai appris avec grande chance que le ministre iranien n'avait pas le droit de prendre la parole au Conseil de sécurité, et heureusement. Mais le ministre afghan des Affaires étrangères, alors qu'il y a ce code pénal contre les femmes et 28 millions de femmes emmurées vivantes, il voyage ouvertement aujourd'hui en Europe. 28 millions de femmes emmurées vivantes. C'est la formule que vous venez d'utiliser. Exactement. C'est la réalité de la condition féminine aujourd'hui dans ce pays? Alors, emmurées, oui, alors... C'est compliqué. Bon, pourquoi? Parce que, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a dans un premier temps cette société civile afghane qui est gonflée à coups de financements occidentaux. Ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Voilà. Oui. En même temps, on a des élites politiques afghanes, avant la chute de Kaboul, des élites politiques afghanes qui sont toujours extrêmement conservatrices et pas exactement féministes. Et le moment où tout se retourne, c'est le moment où effectivement le régime tombe. Et à partir de ce moment-là, on a, et c'était déjà depuis plusieurs années, le mouvement hyper conservateur, radicalisé, qui arrive au pouvoir. Et il reflète en fait la société du sud de l'Afghanistan, Kandahari, dans toute sa fermeture à tout ce qui peut être autonomie féminine. Kandahar, qu'on peut classifier de capitale religieuse. C'est la base historique des talibans. Entière pakistanaise. Ouais. Voilà, c'est la base historique des talibans. Et c'est donc le moment, et on avait déjà vu ça lors du premier passage des talibans au pouvoir, entre 1996 et 2001. Et ce qu'on voit donc, c'est ce groupe qui non seulement arrive au pouvoir avec des positions ultra-conservatrices, mais à l'intérieur même des talibans, on a une centralisation progressive, en 1 an ou 2, aux mains du chef des talibans, qui va éliminer à l'intérieur même du mouvement toute opposition. Et c'est là qu'on voit progressivement fermeture des écoles, etc. etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de droits pour les femmes afghanes en dehors de choses très marginales. Et je crois que ce qui est le plus grave, c'est que le système est verrouillé pour rester en place pendant des décennies. Il n'y a aucune alternative politique aujourd'hui, ce qui, effectivement, est dramatique. L'actualité de l'Afghanistan, c'est vrai que c'est ce fameux nouveau code pénal qui vient d'être rendu public, en tout cas dont les Occidentaux disposent aujourd'hui. Un code pénal qui instaure l'inégalité des citoyens afghans selon leur sexe, leur classe sociale, leur religion, qui semble aussi légaliser l'esclavage. Expliquez-nous. Oui, le mot esclavage vient sur plusieurs articles, c'est 119 articles. C'est surtout le 35, le 39 qui dit que les femmes n'ont plus aucun droit dans le couple, qu'elles peuvent être battues, maltraitées, etc. par son mari, à condition que ça ne se voit pas. À partir du moment où ça se voit qu'il y a des blessures graves, le mari, elle peut attaquer le mari, mais la peine maximale est 15 jours. C'est-à-dire qu'on va dans les détails jusqu'à là. Et le terme esclavagiste dont vous parlez, c'est aussi toutes les minorités en Afghanistan. C'est-à-dire que tout est open bar, comme je pourrais dire, pour maltraiter toutes les minorités. Et d'ailleurs, c'est stipulé aussi que ce code ne s'applique pas à certaines populations chiites, par exemple les Hazaras. Donc ça veut dire qu'on peut les maltraiter, que ce sont des esclaves, d'où le mot esclave qui revient dans plusieurs articles. Il n'est pas bon de ne pas être sunnite aujourd'hui dans ce pays. Hein. Oui, enfin, en même temps que sunnite et femme, il n'est pas, il n'est pas bon d'être Oui. femme dans ce pays déjà. Oui. Voilà, premièrement. Et de petites filles, je pense que les Nations Unies, chaque année, disent que le pays il fait le moins bon vivre dans le monde pour les femmes, c'est l'Afghanistan. Et malheureusement, ça continue, mais... pour rebondir à ce que vous disiez, effectivement, que c'est beaucoup de politiques et beaucoup de membres du gouvernement, même avant les talibans, étaient très... on ne peut pas dire que ce soit les féministes, même si j'ai travaillé dans ce gouvernement, mais on n'a jamais eu de code pénal comme ça. Nous sommes en 2026. Et que l'écrire noir sur blanc, ça a un impact beaucoup plus grave que juste cet article où on interdit encore des choses aux femmes, où on les traite vraiment comme une citoyenne de pas seconde zone, mais carrément, il n'existe pas pire que les animaux. Vous savez qu'il y a des articles dans ce code pénal qui protègent le droit des animaux. Et dans le même code pénal, on parle, donc les femmes, vous pouvez les maltraiter, prendre comme esclaves, etc. Et ça n'a aucun impact. Donc c'est quand même, on en est à une situation vue nulle part dans le monde.
Pour le reste, ce qui s'applique, c'est la loi de la charia dans ce pays. Vous pouvez peut-être nous rappeler rapidement quelle forme elle prend, cette loi de la charia en Afghanistan? C'est un droit musulman. Alors les talibans sont un mouvement d'origine déobandi, donc c'est un courant religieux du sous-continent indien, et ils appliquent la jurisprudence d'un ancien docteur de la loi qui s'appelle Bukhari. Donc c'est une jurisprudence extrêmement conservatrice. Par exemple, c'est la mise à mort des homosexuels, c'est la lapidation éventuelle des femmes adultères. Bon, voilà, donc on a ce type de jurisprudence. Et autre chose, on a un système qui est théocratique au sens où il n'y a pas de vote prévu, tout vient du commandeur des croyants, et ensuite on a un système qui vraiment part du haut vers le bas, strictement, sans possibilité de vote, sans possibilité d'élection, hein, ce qu'on a quand même marginalement en Iran, on ne l'a pas du tout en Afghanistan. Donc voilà, c'est un système qui est complètement verrouillé, et leur interprétation du droit est une interprétation qui, dans l'islam contemporain, est sans équivalent. La reconnaissance de ce régime n'avait pas eu lieu à l'échelle de la planète jusqu'à juillet dernier, juillet 2025, où la Russie a été le premier pays à reconnaître officiellement ce régime taliban. La Chine a suivi, la Chine a reconnu aussi. Là, j'ai appris que hier, le ministre des Affaires étrangères iranien disait que ça allait être aussi incessamment sous peu la reconnaissance du régime taliban. Autrement dit, on cherche à faire revenir l'Afghanistan, ce régime, dans le concert international aujourd'hui. Il y a une forme de consensus, un non-dit peut-être à ce sujet. Oui, selon l'intérêt de chaque pays. Moi, ce qui me choque, vous savez, c'est pas ni la Chine ni la Russie. Ce qui me choque, ce sont les pays européens, en bonne européenne. Je suis choquée de voir que la Norvège a ouvert le consulat taliban, que l'Allemagne a ouvert un consulat taliban, que la Bulgarie l'avait déjà fait, que la Hollande l'a fait. Donc moi, c'est surtout ça qui me choque, parce que ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire qu'on ouvre les consulats, il faut voir que c'est de manière très opportuniste, hein, c'est parce que ça permet de faire des papiers, des passeports à des Afghans qu'on veut renvoyer dans leur pays, dans le contexte politique actuel européen. C'est trop de migrants, donc on les renvoie, et c'est pour cette possibilité-là. Sauf que le régime taliban, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils font une communication en Afghanistan pour montrer qu'en fait, ils sont légitimés, ils sont reconnus par l'Europe. Donc vous voyez un peu l'impact sur la population, à l'heure où ils font de plus en plus de lois contre les femmes, où ils sont en train d'assassiner bonnement et simplement toutes ces femmes qui meurent de faim aujourd'hui, puisqu'elles n'ont le droit de rien faire. Montrer qu'en Norvège, ils ont été reçus, qu'il y a un consulat taliban, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Et puis, autre chose dont on ne mesure pas l'impact, c'est que toutes ces ambassades ont aussi le fichier de tous les Afghans qui sont arrivés et qui sont les opposants. Moi, par exemple, si demain il y a un consulat en France qui s'ouvre avec le régime taliban, il a le fichier tout de suite de mon adresse, etc., où j'habite, tout ce qu'il faut pour m'attaquer. Donc on ne comprend pas l'impact que c'est de l'Europe d'ouvrir un consulat taliban et l'utilisation qu'ils font dans le pays pour montrer, vous voyez, on peut tout faire. Aujourd'hui, nous sommes le laboratoire de fabrication des terroristes du monde entier, parce que tout le monde est en Afghanistan. Vous avez de l'argent, vous arrivez en Afghanistan, et vous pouvez ouvrir votre parti politique. Tous les djihadistes du Pakistan, du monde entier, sont quand même aujourd'hui en Afghanistan. Et montrer que l'Europe les reconnaît, c'est une communication qu'ils font là-bas auprès de la population pour leur légitimité. Est-ce qu'on peut parler d'un retour de l'Afghanistan dans le concert international avec ce régime taliban aujourd'hui? Oui, alors... On peut aller jusque-là? Oui, clairement, oui. À deux niveaux. D'abord au niveau régional, parce que pour un principe de réalité, il faut à un moment donné gérer une frontière, il faut avoir, voilà. Donc là, on a effectivement les pays d'Asie centrale, le Pakistan, l'Iran, qui sont dans une logique de reconnaissance. Et puis on a un deuxième niveau qui est celui des pays occidentaux. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que dès l'été 21, donc au moment de la prise du pouvoir, il y a une collaboration entre les pays occidentaux, notamment les États-Unis et les talibans. Et la collaboration s'est structurée autour de la lutte contre l'État islamique. Puisqu'on a vu dans le film qu'il y a un attentat à l'aéroport de Kaboul, et c'est un attentat de l'État islamique contre les talibans, qui sont les ennemis jurés de l'État islamique. Et donc la collaboration dure depuis des années maintenant. Mais c'était une collaboration sécuritaire. À côté de ça... Au nom de la lutte antiterroriste. Au nom de la lutte antiterroriste. Et c'est vrai que ça a été productif. Les Américains ont donné des informations, les talibans sont allés effectivement tuer des gens de l'État islamique. Voilà. Bon, donc il y a cette collaboration. Et maintenant, effectivement, avec les années, il n'y a pas d'alternative politique. Et le mouvement général, pour les raisons liées aux réfugiés d'abord, c'est de renvoyer des réfugiés. Et donc il faut des ambassadeurs
ambassades fonctionnelles, et ça explique très largement le mouvement de reconnaissance. Pourquoi la Russie a-t-elle été le premier pays à reconnaître officiellement ce régime en juillet dernier? Ça a été le premier. Quel est l'intérêt de la Russie dans cette affaire? L'intérêt de la Russie, c'est de trouver un interlocuteur en Afghanistan, éventuellement de gérer des problèmes de sécurité, puisqu'il y a eu une série d'attentats extrêmement durs de l'État islamique en Russie. Et donc les Russes veulent une collaboration avec les talibans pour des histoires frontalières, essentiellement. C'est ça. Après, il y a quelque chose de plus subtil, c'est aussi une façon de marquer leur indépendance par rapport aux États-Unis. C'est aussi une façon de retrouver des relations diplomatiques avec un pays qui a vaincu successivement l'URSS et les États-Unis. Il y a aussi cette dimension-là. En même temps, ils reçoivent tous les mois quand même leur salaire, entre guillemets, des États-unis. Justement, j'allais vous demander ce que vous pensiez de l'attitude du meilleur ennemi, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Qui n'est pas vraiment, voilà, parce que les talibans font les États-Unis. Ils sont très. Que dire de leur attitude aujourd'hui, 5 ans après? Ils les soutiennent et ils reçoivent leur argent quand même chaque mois, leur argent de poche des Américains. Sinon, ils ne pourraient pas vivre du fonctionnement de leur régime, etc. Donc il y a et même aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, ils sont en contact avec tous les émissaires européens, etc. Enfin, il y a les Américains les soutiennent. C'est pas que la Russie, c'est pas aussi et tout simple. Ça au nom de la lutte antiterroriste évoquée à Oui, en l'instant. fait, on a toujours été, vous savez, ce qui est terrible, moi j'ai un peu plus de 50 ans et je suis née avec la guerre, avec l'invasion russe. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'on a toujours été, en fait, l'enjeu géopolitique régional. L'Afghanistan a toujours été, la cause afghane, le pays, l'invasion russe, etc. On a toujours été victime de l'enjeu et régional et un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire, pour contrer l'Iran, etc., on soutient le régime taliban par les États-Unis. La Russie veut les soutenir aussi pour pouvoir garder, etc. Le Pakistan, l'Inde qui veut soutenir les talibans contre le Pakistan. Donc si vous regardez un peu au niveau géopolitique, et moi ce qui m'intéresse, c'est que la chance d'être sur vos plateaux, c'est de dire il y a 28 millions de personnes dans ce pays, des petites filles et des femmes, qui aujourd'hui vivent la situation la pire au monde. Qu'est-ce qu'on fait? Notre silence va jusqu'où? Et c'est ça le plus terrible aujourd'hui pour moi, de continuer à répéter inlassablement depuis 5 ans, c'est que là, avec ce code pénal en plus, c'est-à-dire qu'on a atteint les limites de l'inacceptable. Le silence, alors on comprend les enjeux politiques, etc. Mais pourquoi les institutions internationales indépendantes? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la parole pour dire qu'est-ce qui se passe? On attend jusqu'où, en fait, les assassiner? Mais à ce moment-là, ce qui reste aussi, c'est que ça devient le laboratoire de fabrication de terroristes de demain dans nos pays. C'est pas parce que les talibans ils se battent contre le Daesh qu'aujourd'hui, ce n'est pas le laboratoire de tous les groupes terroristes du monde entier qui se retrouvent aujourd'hui en Afghanistan. Vous avez une réponse à apporter à ce pourquoi, cette question, pourquoi? Il y a une réponse simple, c'est le mouvement général des opinions publiques occidentales contre les réfugiés. Et quand on voit, par exemple, que le gouvernement américain a mis en question la naturalisation, en tout cas le statut légal des Afghans qui étaient arrivés aux États-Unis, après des péripéties d'ailleurs assez dramatiques, qui est arrivé aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a, de ce point de vue-là, plus de limites. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse accueillir des gens qui sont dans une situation difficile dans leur pays, du point de vue des droits de l'homme ou autre, c'est une idée qui est en train de disparaître des pays occidentaux. Et l'Afghanistan, c'est un peu l'exemple le plus dramatique de ça, mais c'est valable pour beaucoup d'autres pays aussi. Est-ce qu'il y a des sanctions internationales qui sont appliquées aujourd'hui en Afghanistan, oui, concernant certains dignitaires talibans, par exemple? Il y a des moyens de pression du côté occidental notamment, mais non, les sanctions individuelles ne présentent pas un véritable moyen de pression. En plus, les ennemis sont prudents par rapport à ça, parce que c'est des gens avec qui ils travaillent en fait. Et les vraies sanctions portent sur le système financier, les banques, et tout ça empêche le redémarrage de l'économie afghane, sans que ça porte pour l'instant des fruits sur la condition féminine. Donc c'est très compliqué cette histoire de sanctions, parce que depuis 2021, les talibans n'ont jamais bougé là-dessus. Et même au contraire, ça s'est durci progressivement jusqu'à aujourd'hui. Elle complique même sans doute la situation humanitaire sur place. Ça complique la situation économique. Ça sera le mot de la fin, vous évoquez quelques chiffres. En tant qu'ONG de l'argent pour les projets, parce que nous avons des projets de santé, et heureusement pour l'instant ils ne disent rien, et humanitaire tout simplement. On a un mal fou. Tous les pays se cachent un peu le visage, pour nous les ONG, en disant non, il ne faut pas envoyer en Afghanistan, il n'y a pas de système bancaire, etc. Mais à un moment donné, il faut bien faire quelque chose pour... Donc c'est compliqué, c'est une espèce d'hypocrisie de nos sociétés, à la fois de faire des sanctions qui ne servent à rien, parce que plus on met des sanctions,
population, plus eux font des lois pour bien montrer qu'ils sont le maître du monde et que le droit des femmes et les droits de l'homme en général, ils n'en ont rien à faire. Et en même temps, on coupe ce pays de tout et qu'on est incapable aujourd'hui de pouvoir les aider économiquement, etc. Donc je pense que c'est l'hypocrisie de nos sociétés, vous l'avez résumé tout à l'heure, avec la situation politique européenne actuelle. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous évoquiez donc les 28 millions de femmes aujourd'hui en Afghanistan, dont on a rapidement évoqué la situation aujourd'hui sous ce régime. Puis un autre chiffre, un tiers de la population, selon l'ONU, est aujourd'hui confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Ça représente 17 millions de personnes sur une population de 42 millions d'habitants aujourd'hui en Afghanistan. Un grand merci vraiment. Merci à tous les deux d'avoir participé aujourd'hui à ce débat doc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Eckel qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc et je vous donne un rendez-vous pour un prochain débat doc, tout simplement à la même place, à la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.